Hier, on a assisté à un véritable coup de théâtre. Une simple phrase, 5 mots lancés par Donald Trump. Et les marchés sont partis dans tous les sens. Bitcoin a franchi les 82 000 dollars. Le S&P a bondi de plus de 6% et en l'espace de quelques minutes, la peur s'est transformée en euphorie. Mais ce que cette scène a révélé, ce n'est pas juste la puissance d'un discours, c'est la fragilité du système. Un système où la moindre déclaration suffit à retourner la table. Un système où tout le monde guette un signal parce que plus personne ne sait vraiment sur quoi se baser. Alors la question aujourd'hui n'est pas jusqu'où peut monter le Bitcoin, ni quand le prochain tweet de Trump va tomber. La vraie question, c'est où placer son argent dans un monde aussi instable. Parce qu'une fois que l'euphorie est passée, il faut décider. Décider s'il faut miser sur la pierre, sur la bourse ou sur la crypto. Mais sans méthode, sans structure, sans vision, ce choix peut devenir un piège. Alors aujourd'hui, on prend du recul et on va comparer honnêtement les trois piliers de l'investissement à la lumière de ce que Trump a déclenché et surtout de ce que cela révèle sur l'époque qu'on est en train de vivre. L'immobilier, c'est souvent le point de départ. C'est l'actif préféré des générations passées, celui qu'on associe à la sécurité, au patrimoine, à l'indépendance. Et ce n'est pas pour rien. Car malgré toutes les critiques, l'immobilier reste unique. D'abord parce que c'est un actif physique. Un appartement, une maison, un terrain, ça ne peut pas faire faillite du jour au lendemain. Même si les prix baissent, il reste une valeur d'usage, une valeur de refuge. Et ça, dans un monde où tout s'efface en un clic, ça a un poids. Ensuite, parce que l'immobilier permet quelque chose que peu d'actifs offrent, le levier. Avec un bon dossier, un investisseur peut emprunter 400 000 euros pour n'en apporter que 50 et faire travailler le capital des autres à son profit. Ajoutez à ça des revenus réguliers si le bien est bien géré. Des avantages fiscaux via l'amortissement, les dispositifs locaux ou les régimes comme le LMNP. Et même des options comme le refinancement ou la revente à effet de levier. Dit comme ça, l'immobilier coche toutes les cases. Mais c'est là que le paradoxe commence. Car ces avantages ne viennent pas gratuitement. Ils demandent du temps, de la gestion et un certain niveau de stress. La rentabilité dépend du locataire, des charges imprévues, des taux bancaires, des décisions politiques locales et surtout de votre implication personnelle. Même avec un gestionnaire, c'est vous qui portez l'actif, c'est vous qui signez, c'est vous qui répondez s'il y a un problème. Autre limite, la liquidité. Quand Trump envoie Bitcoin à la hausse, vous pouvez revendre en 5 secondes. Un bien immobilier, il faut des semaines, voire des mois, et souvent une négociation à la baisse. Enfin, les cycles sont lents. Là où la crypto ou les actions peuvent rebondir en une journée, l'immobilier suit une logique plus rigide. Plus stable, oui, mais aussi moins réactive face à un monde qui bouge vite. En résumé, l'immobilier reste une base solide pour un portefeuille, mais c'est un actif de long terme, pas une arme tactique dans un marché ultra volatile. Il protège, il construit, mais il ne permet pas de bouger vite. Et aujourd'hui, dans un monde où les narratifs changent chaque semaine, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Investir en action, c'est entrer dans le système. C'est miser sur les entreprises qui façonnent le monde et dans un portefeuille diversifié, c'est souvent là qu'on va chercher le rendement régulier, la croissance à long terme ou la simplicité d'accès. C'est vrai, avec 100 euros, on peut déjà acheter des parts d'Apple, de Tesla, de LVMH. Pas besoin de notaire, pas besoin d'emprunt. Et surtout, on peut entrer et sortir à tout moment. C'est ce qui fait la force du marché boursier. Sa liquidité, son accessibilité et son historicité. Les actions, c'est le cœur du capitalisme. Elles ont résisté aux guerres, aux pandémies, aux cracks et sur le très long terme, elles ont toujours fini par remonter. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ce marché, aussi vieux et solide soit-il, est devenu hypersensible. Hier, Trump a suffi à faire bondir le S&P de plus de 6% en une seule phrase. Pas parce qu'un chiffre économique est tombé, pas parce qu'un indicateur a changé, mais parce qu'un homme a décidé de souffler le chaud après avoir soufflé le froid. Et c'est ça la vraie faiblesse des actions aujourd'hui. Elles sont devenues dépendantes du narratif dominant, elles obéissent à la Fed, à la BCE, à la macro, aux politiques. Et leur cours ne reflète pas toujours la réalité de l'entreprise, mais l'émotion du moment. Pour l'investisseur individuel, ça peut devenir une source de stress permanent. On regarde les courbes, on scrute les news, on doute et parfois on vend trop tôt ou on achète trop tard. Autre limite, le risque structurel. Acheter une action, ce n'est pas posséder l'entreprise, c'est posséder un droit de propriété qui peut s'évaporer en cas de faillite. Et ça, beaucoup l'oublient. Nokia, Kodak, Lehman Brothers, tous étaient considérés comme intouchables un jour, jusqu'au jour où ils ont touché le sol. Mais malgré ça, les actions gardent une place stratégique. Elles permettent de choisir son exposition. Cash flow avec des dividendes, croissance avec des technos, ou même spéculation à court terme pour les plus actifs. Et contrairement à l'immobilier, on peut construire une stratégie à sa mesure, ajustée, équilibrée, pivotée en quelques clics. En somme, les actions sont un outil puissant mais exigeant, flexible mais instable. Elles s'intègrent parfaitement dans un portefeuille à condition de savoir pourquoi on les détient et de résister à la dictature des émotions.
Il ne rapporte rien, il ne verse pas de dividendes, il ne génère pas de cash flow. Et pourtant, l'or est toujours là. Depuis des millénaires, il traverse les empires, les crises, les révolutions. Et chaque fois que le monde tangue, il revient au centre du jeu. Pourquoi? Parce qu'il incarne la confiance brute. Pas une promesse, pas un rendement, juste une certitude physique. Dans les moments où les devises perdent leur valeur, où les banques deviennent fragiles, où les États manipulent les taux, les marchés ou les discours, l'or, lui, ne change pas. Il ne réagit à aucun tweet. Il n'a pas besoin d'un CEO. Il ne dépend ni de Trump, ni de la Fed. Et c'est précisément pour ça que certains le considèrent comme la seule véritable assurance financière. En 2025, alors que les tensions commerciales explosent, que les taux restent hauts et que la confiance dans les institutions s'érode lentement, l'or retrouve une place stratégique. Ce n'est pas un actif de performance, c'est un actif de prévoyance. Et contrairement à ce qu'on pense parfois, l'or peut s'intégrer de manière intelligente dans un portefeuille moderne. Certains l'utilisent comme réserve de valeur longue durée, notamment en cas de scénario extrême, effondrement bancaire, guerre, inflation incontrôlée. D'autres l'utilisent pour équilibrer la volatilité du reste. Quand les actions chutent, l'or monte souvent. Quand les devises faiblissent, l'or s'apprécie. Et aujourd'hui, on voit même émerger une nouvelle dynamique, celle d'un duel silencieux entre or et Bitcoin. Deux actifs qui ne dépendent d'aucune banque centrale. Deux actifs qui incarnent une forme de neutralité. Mais deux visions différentes du monde à venir. L'un est millénaire, l'autre a 15 ans. L'un est stocké dans des coffres, l'autre dans des cold wallets. Mais les deux répondent à la même peur, celle d'un système qui pourrait un jour ne plus tenir. L'or n'est pas là pour faire rêver. Il est là pour tenir quand tout le reste vacille. Et ça, en 2025, c'est une qualité qui vaut cher. Si l'or est une assurance, la crypto, c'est une claque, une rupture assumée avec tout ce que la finance classique a construit. Bitcoin, Ethereum, Solana, ce sont des protocoles, pas des entreprises, pas de bilan, pas de dividendes, pas de promesses, juste une idée, reprendre le contrôle. Et dans un monde comme celui qu'on vit depuis hier, où une seule phrase de Trump suffit à faire bondir ou chuter tous les marchés, cette idée redevient puissante. Car la crypto ne cherche pas à être validée par le système, elle cherche à s'en affranchir. Pas de banque centrale, pas de plafond de dette, pas d'autorité qui peut la mettre sur pause. Et cette décentralisation radicale, c'est ce qui lui donne autant de force que de fragilité. Côté positif, le potentiel de rendement est immense. Bitcoin a été multiplié par plus de 100 depuis 2013. Certains altcoins ont fait x10 en quelques mois. Et surtout, la crypto est liquide, accessible, ouverte 24 heures sur 24. N'importe qui, avec 10 euros et une connexion Internet, peut y entrer. Mais cette liberté a un prix. Et ce prix, c'est la volatilité permanente. En quelques jours, Bitcoin peut perdre 15%. Un protocole mal codé peut faire s'évaporer des millions. Et une décision politique américaine, européenne ou asiatique peut tout faire basculer. Autre faiblesse, l'incertitude réglementaire. Le cadre évolue vite, trop vite parfois. Et certains projets disparaissent mais sans prévenir. Enfin, la crypto ne génère pas de cash flow, sauf dans certains cas très spécifiques. Staking, lending, protocole DeFi, mais à chaque fois, plus de rendement égal, plus de risque. Alors pourquoi y aller? Parce que c'est là que se construit le monde financier de demain. Parce que c'est là que les jeunes capitaux s'expriment. Parce que c'est là que la vitesse, l'innovation et l'antifragilité prennent forme. Et surtout, parce que la crypto offre une asymétrie rare. Vous pouvez perdre ce que vous mettez, mais parfois ce que vous gagnez change une vie entière, à condition de savoir pourquoi on entre et jusqu'où on est prêt à tenir quand tout tangue. Après tout ça, une question persiste. Pas quel est le meilleur actif, mais comment les combiner intelligemment. Parce qu'en 2025, aucun actif n'est parfait. L'immobilier est solide, mais lent. Les actions sont dynamiques, mais instables. L'or est rassurant, mais stérile. La crypto est puissante, mais explosive. Et c'est justement cette imperfection qui peut devenir une force, à condition d'en faire un système cohérent. La clé, ce n'est pas de choisir un camp, c'est de construire un portefeuille qui résiste à Trump, à Powell, à la BCE, à la Chine et à tous les narratifs qui viennent s'imposer sans prévenir. Un portefeuille qui s'appuie sur l'immobilier ou les actions à dividendes pour créer un socle de cash flow, s'équilibre avec un peu d'or pour la stabilité et la couverture en cas de crise monétaire, et réserve une part spéculative maîtrisée pour la crypto. Cette part qui permet de capter les ruptures quand elles surgissent. Ce n'est pas un modèle figé, c'est un cadre, un système qui évolue avec vous, avec vos convictions, vos contraintes, vos opportunités. Parce qu'investir, ce n'est pas avoir raison, c'est tenir dans le temps, être capable d'encaisser, d'adapter, de pivoter, sans tout remettre en question à chaque secousse. Et aujourd'hui, cette capacité à tenir vaut plus que n'importe quelle promesse de rendement. On vit une époque où les marchés ne répondent plus uniquement aux fondamentaux. Ils réagissent aux narratifs, aux figures, aux déclarations calculées. Trump l'a encore prouvé hier. En une phrase, il a déplacé des milliards. Et laissé tout le monde avec une question simple mais brutale. Où est-ce que je mets mon argent maintenant? Ce qu'on vient de voir ensemble, ce n'est pas une vérité absolue. C'est un éclairage, une cartographie du terrain. Immobilier, actions, or, crypto, chacun à sa place. Mais aucun ne suffit seul à absorber les secousses du monde. C'est la combinaison qui fait la force. C'est la
cohérence de votre vision qui crée la résilience. Et c'est cette résilience, pas le rendement, qui sépare ceux qui traversent les crises de ceux qui se font emporter à chaque vague. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Mais si cette vidéo vous a aidé à mieux voir clair, à structurer, à penser plus loin que demain, alors le pari est déjà gagné. À très vite. Parce qu'un tweet peut faire monter les prix, mais seule une vraie stratégie permet de rester debout quand tout retombe.